Imaginez un endroit où la carte du monde se termine, où les lois de la navigation habituelle cessent de fonctionner et où l'aiguille de la boussole devient folle, pointant non pas vers le nord mais vers un abîme glacé. Nous sommes à la toute limite de la Terre habitée. Là où l'Amérique du Sud, tel un doigt cassé désespérément, pointe vers le cœur glacé de la planète, l'Antarctique. Entre eux se trouve un espace aquatique que les marins n'ont appelé pendant des siècles simplement la gueule ou le cimetière, le détroit de Drake. 820 kilomètres d'un pur enfer distillé. Le point le plus étroit du monde. Le cimetière de navires le plus profond de l'histoire. Le plus puissant accélérateur d'eau de l'univers. Ici, à la jonction de deux grands océans, le Pacifique et l'Atlantique, se déroule une bataille titanesque qui ne cesse pas une seconde depuis 40 millions d'années. Pendant des siècles, cette route a été le seul chemin pour ceux qui souhaitaient contourner l'Amérique, et pendant des siècles, elle a récolté son tribut sanglant. Au fond, dans l'obscurité froide, sous une pression de 500 atmosphères, reposent les squelettes de plus de 800 navires des galions espagnols, chargés d'or Inca, des clippers athées, se hâtant vers Londres, des sous-marins allemands, des porte-conteneurs modernes et des yachts privés de fous. Des dizaines de milliers d'âmes qui n'ont jamais vu la Terre. Leurs os sont devenus une partie de la géologie du fond marin. Même aujourd'hui, à l'ère de la navigation par satellite, des radars des coques en titane et des moteurs atomiques, les capitaines de supertankers pâlissent à la pensée de passer par le détroit de Drake. Les compagnies d'assurance font grimper les prix aux cieux, déclarant cette zone à risque élevé. Les géants de la logistique sont prêts à dépenser des millions de dollars pour faire contourner leurs navires par le canal de Panama ou même autour de l'Afrique, juste pour éviter de rencontrer ce monstre. Mais pourquoi qu'est-ce qui rend cette portion d'océan si mortelle ? Pourquoi le triangle des Bermudes est-il une histoire pour enfants comparée à la réalité du 60e parallèle ? Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien, un like et un abonnement seront la meilleure des reconnaissances. Merci. Pendant longtemps, on a pensé que le problème venait simplement des tempêtes, de la mauvaise météo, mais des recherches récentes d'océanographes, utilisant des planeurs sous-marins autonomes de l'altimétrie par satellite et de la modélisation climatique sur superordinateur ont révélé une vérité inquiétante. Le détroit de Drake n'est pas qu'un simple plan d'eau, c'est un gigantesque mécanisme planétaire, une machine thermodynamique de mort, un accélérateur de particules. Sauf qu'ici, au lieu des atomes, ce sont des milliards de tonnes d'eau glacée qui sont accélérées. C'est un endroit où l'océan devient fou. Les scientifiques ont découvert des anomalies qui ne s'intègrent pas dans les modèles habituels de la physique des vagues. Des vagues tueuses surgissant de nulle part par temps calme grâce à des effets quantiques à grande échelle. Des courants dont la vitesse dépasse celle des rivières de montagne. Un fond qui fonctionne comme une lentille optique focalisant l'énergie de la tempête en un point d'impact. Et des phénomènes atmosphériques capables de geler instantanément un navire, le transformant en iceberg inversé. Nous commençons la plus vaste enquête. Nous plongerons au cœur de la tempête. Nous décomposerons la physique de la catastrophe au niveau moléculaire. Nous découvrirons pourquoi même les porte-avions modernes se brisent ici comme des allumettes. Et nous répondrons à la question de ce que cache le fond du détroit de Drake et pourquoi les scientifiques appellent cet endroit un interrupteur climatique dont la désactivation tuerait la civilisation. Pour comprendre la nature de ce monstre, il faut regarder le globe comme le font les dieux ou les astronautes. D'en haut, du côté du pôle sud. La Terre tourne vers l'est. Avec la surface solide, la coque gazeuse l'atmosphère et la coque liquide l'océan tournent également. Dans l'hémisphère nord et dans la zone équatoriale, les continents freinent ce mouvement. L'Amérique, l'Eurasie, l'Afrique, ils agissent en semaine et agissent comme d'énormes brise-lames, brisant les flux, les faisant tourbillonner en cercles sûrs, des gyres. Mais dans l'hémisphère sud, tout est différent. Regardez les latitudes entre 40 et 60 degrés. Il n'y a pas de terre, il n'y a que de l'eau, une bande d'océan infini et continu qui entoure la planète. Le seul endroit sur Terre où l'eau peut circuler autour du monde sans rencontrer d'obstacles. Ici règne le courant circumpolaire antarctique ACC, le courant le plus puissant de la Terre, le seul qui se boucle sur lui-même. Il tourne autour de l'Antarctique dans le sens des aiguilles d'une montre. Il s'accélère, prend de l'inertie. Le vent pousse l'eau pousse le vent. C'est un moteur perpétuel fonctionnant à l'énergie de rotation de la planète et au gradient de température. Le volume de transfert d'eau ici est mesuré en sverdrups. Un sverdrup équivaut à 1 million de mètres cubes d'eau par seconde. Le Gulf Stream qui réchauffe l'Europe, c'est puissant. C'est environ 30 sverdrups. Le courant des vents d'ouest dans le détroit de Drake transporte entre 130 et 150 sverdrups. C'est 150 fois plus que le débit de toutes les rivières du monde réunies. Amazon, Nil, Mississippi, Yangtze, Volga.
Si l'on rassemblait toute l'eau douce du monde en un seul flux, ce ne serait qu'une goutte misérable comparée à ce qui coule à travers le Drake chaque seconde. Et soudain, à pleine vitesse, cette immense masse cinétique s'écrase contre un obstacle, le détroit de Drake. La péninsule antarctique s'avance vers le nord. L'Amérique du Sud, terre de feu, descend vers le sud. La largeur du passage se rétrécit de milliers de kilomètres d'océan ouverts à seulement 800. Ce gouffre est une gigantesque vanne hydrodynamique. L'effet Venturi se produit. Le même principe qui fonctionne dans un carburateur ou dans un tuyau de pompier lorsque vous pincez l'orifice de sortie. Pour passer par le goulet d'étranglement tout en conservant son volume, l'eau doit accélérer. Et elle s'accélère. La vitesse du courant ici atteint des valeurs folles, mais ce n'est pas un flux laminaire lisse. C'est un chaos turbulent. L'eau bout. D'énormes tourbillons des édis d'un diamètre de centaines de kilomètres se détachent du flux principal et vivent leur propre vie tournoyant avec une énergie monstrueuse. Ces tourbillons à nos froids et à nos chauds peuvent aspirer un petit navire dévié un tanker ou créer une anomalie locale de densité de l'eau où le navire perdra sa flottabilité. Les satellites de la NASA mesurant la hauteur de la surface de l'océan avec une précision millimétrique, l'altimétrie ont enregistré ici une anomalie gravitationnelle et hydrodynamique. Le niveau de l'eau dans l'océan Pacifique à l'entrée du détroit est plus élevé que le niveau dans l'Atlantique à la sortie. Le détroit de Drake n'est pas qu'une simple rivière dans l'océan, c'est une cascade. Une cascade inclinée horizontale. Les navires naviguant d'est en ouest contre le courant en montée doivent littéralement gravir la pente de l'eau luttant contre une masse qui essaie de les repousser en arrière. À l'époque des voiles, c'était une condamnation. Les capitaines pouvaient attendre des mois un vent favorable, essayant de contourner le cap, mais ils étaient repoussés en arrière de centaines de milles en une seule nuit de tempête. Les gens mouraient de scorbut, devenaient fous, sautaient par-dessus bord, tandis que le navire restait sur place. Le Cap Horn est devenu synonyme de purgatoire maritime. Mais le courant n'est que le fondement de la catastrophe. Le principal ennemi qui brise l'acier comme du carton, ce sont les vagues. Dans un océan normal, les vagues naissent du vent et meurent en frappant le rivage. Ici, elles l'est s'il n'y a pas de rivage. Les vagues censées aller peuvent courir autour du monde, éternellement accumulant de l'énergie à chaque tour. Cela s'appelle l'accélération, le fetch. Dans le détroit de Drake, l'accélération est infinie. Une vague née près de la Nouvelle-Zélande arrive au Drake ayant accumulé la force de la moitié de la planète. Une tempête ordinaire dans l'Atlantique Nord génère des vagues de 5 à 6 mètres. Terrifiant mais supportable. Dans le détroit de Drake, 10 mètres, c'est un temps calme. 20 mètres, c'est un mardi de travail ordinaire. 30 mètres, c'est quelque chose avec lequel il faut compter. Mais le plus terrifiant, ce qui fait prier les marins expérimentés et les athées, ce sont les vagues tueuses. Les rogue waves. Pendant longtemps, les océanographes les ont considérés comme un mythe. Des contes de marins ivres. Une vague de 35 mètres qui apparaît de nulle part par temps clair impossible. Cela contredit la distribution de probabilité de Gauss. La théorie linéaire des vagues disait qu'une telle vague pouvait survenir une fois tous les 10 000 ans. La science était arrogante. Jusqu'à ce qu'en 1995, sur la plateforme pétrolière Draupner en mer du Nord, un télémètre laser enregistre un mur d'eau de 25 mètres surgissant au milieu de vagues de 12 mètres. La science a reconnu que les monstres existent, et le détroit de Drake est leur terre natale. Ici, une combinaison mortelle de facteurs que les physiciens appellent la focalisation non linéaire est à l'œuvre. Premièrement, de forts vents de ouest accélèrent les vagues vers l'est. Deuxièmement, un puissant courant va également vers l'est, mais il contient des tourbillons opposés et des flux réfléchis du fond. Lorsqu'une vague rapide rencontre un courant opposé, l'effet Doppler pour l'eau se produit, entraînant une compression. La longueur d'onde diminue, elle ralentit, et la hauteur augmente brusquement de manière explosive. L'énergie se comprime en un pic étroit et élevé. Troisièmement, l'interférence. Les vagues ici se déplacent à des vitesses et des fréquences différentes. Parfois par malchance et selon la théorie du chaos, les crêtes de plusieurs systèmes de vagues différents coïncident en un même point dans l'espace et le temps. Elles ne s'annulent pas. Elles s'additionnent. Elles volent de l'énergie à leurs voisines. Instabilité de modulation. Une récente modélisation informatique réalisée par l'Institut océanographique de Woods Hole a montré un résultat choquant. Dans le détroit de Drake, la probabilité de formation d'une vague tueuse est 8 fois plus élevée que dans n'importe quel autre point de l'océan mondial. Ce n'est pas un hasard, c'est de la statistique, c'est une usine à monstres.
Un navire peut naviguer dans des conditions de tempête de 7 points. Le capitaine calme les stabilisateurs. Les stabilisateurs de tangage fonctionnent. Et soudain, sans avertissement, un mur de Drake se dresse devant lui. Un mur vertical d'eau à la hauteur d'un immeuble de 10 étages. 30 mètres. Devant elle, un profond gouffre, un trou dans la mer. L'équipage n'a pas le temps de manœuvrer. Il est impossible de tourner le nez vers la vague. Le navire tombe dans le gouffre tandis que des milliers de tonnes d'eau s'abattent sur lui. L'impact d'une telle vague équivaut à un choc contre un mur en béton à 40 km/h. La pression atteint 100 tonnes par mètre carré. L'acier ne tient pas. La coque se fissure. Les écoutilles sont arrachées. Le pont, le centre névralgique du navire, se trouve souvent à 25 mètres de hauteur. La vague l'emporte simplement avec les officiers et l'équipement de navigation. C'est ce qui est arrivé au paquebot allemand Bremen en 2001. Une vague tueuse de 35 mètres a frappé le flanc. Elle a brisé les fenêtres blindées du pont, inondé les instruments, court-circuité l'électronique. Les moteurs se sont arrêtés. Le navire s'est mis à dériver de côté par rapport à la vague à la gîte. C'est une position mortelle. La prochaine vague devait le faire chavirer. Overkill. 40 minutes d'horreur pure. Les passagers étaient allongés sur le sol dans leur cabine, dans l'obscurité priant. Ils ont eu de la chance. Les mécaniciens ont réussi à démarrer les moteurs d'urgence et à redresser le navire. Mais des centaines d'autres navires n'ont pas eu de deuxième chance. Ils ont disparu, n'ayant pas eu le temps d'envoyer un SOS. Ils ont simplement coulé en quelques secondes, se brisant en deux sous le poids de l'eau sur le pont. Mais le danger ne vient pas seulement d'en haut, il vient aussi d'en bas. Nous avons tendance à penser à l'océan comme à un bol profond. Mais le détroit de Drake est un pays de montagne. Ici se trouve la chaîne de Scotia, la continuation sous-marine des Andes qui plonge sous l'eau sur la Terre de Feu et émerge en Antarctique. Le fond est parsemé de pics acérés, de cônes volcaniques, de canyons et de vallées de rifts. La profondeur varie de 5000 mètres à seulement 300 mètres sur la banque de Birdwood. Ces montagnes sous-marines agissent comme un tremplin pour le courant. Une masse d'eau gigantesque se déplaçant à la vitesse d'un train frappe la pente sous-marine et est projetée vers le haut. Cela crée un phénomène connu sous le nom de vague topographique ou vague stationnaire. À la surface, cela ressemble à un chaudron bouillonnant. Des tourbillons. Le soulevé-incliné, c'est un tumulte chaotique où les vagues frappent de tous les côtés en même temps, formant des pics pyramidaux sans direction claire. Le navire se retrouve dans une machine à laver. Il est tournoyé, brisé, frappé. Le roulis de quilles passe à tribord en une seconde. C'est ici que les navires les plus fiables ont disparu. Les capitaines pensaient connaître la direction de la vague par rapport au vent et orientèrent le navire de front. Mais la vague tueuse arrivait sur le côté réfléchi du fond focalisé par une lentille sous-marine. Un choc sur le flanc, un déplacement de la cargaison, un chavirement. Des géologues étudiant le fond avec des échos multifaisceaux ont trouvé des traces de gigantesques glissements de terrain sous-marin. Les pentes des montagnes sont instables. La plaque tectonique de Scotia est coincée entre les plaques sud-américaines et antarctiques. Elle craque de toutes parts. Les tremblements de terre ici sont normaux. Un tremblement de terre sous-marin dans ce détroit étroit provoque des tsunamis. Mais ce n'est pas un tsunami ordinaire qui se propage en cercle et s'amortit. Ici, les murs du détroit dirigent l'énergie. Le tsunami se transforme en faisceau directionnel en laser hydrodynamique. Un navire pris dans un tel faisceau n'a aucune chance même de comprendre ce qui l'a tué. Pourquoi y a-t-il toujours des tempêtes ici ? Pourquoi pas de répit ? La réponse est dans le ciel. Au-dessus de l'Antarctique se forme un vortex polaire, un immense chapeau d'air froid à haute pression. Cet air lourd et dense descend du dôme glacé du continent des vents katabatiques et se dirige vers le nord. À environ 60 degrés de latitude, il rencontre de l'air chaud et humide des latitudes tempérées, venant du nord. Cette frontière, le front polaire, passe juste au-dessus du détroit de Drake. C'est une usine à météo, une zone de cyclogenèse explosive. Des cyclones naissent ici. Ils ne viennent pas ici, ils y sont créés. Tous les quelques jours, un nouveau vortex se forme. La pression au centre du cyclone chute à des niveaux records en dessous de 950 HPA en quelques heures. Les baromètres des navires deviennent fous, les aiguilles tombent. La chute brutale de la pression crée un vide. L'air s'y engouffre avec une force monstrueuse essayant de remplir le vide. Le vent s'accélère jusqu'à des vitesses de tempête. 120, 150 des rafales atteignant 200 km/h. L'échelle de Beaufort se termine à 12 points. Ici, il y en a 15. Et ce vent n'a rien sur quoi freiner. Ni arbre, ni montagne, ni ville. Juste de l'eau lisse. Il glisse accumulant de l'énergie cinétique. Le vent arrache les sommets des vagues transformant l'air en poussière d'eau.
La visibilité tombe à zéro. Les marins appellent cela le brouillard blanc ou le lait. L'eau et l'air se mélangent en une seule substance, un aérosol dans lequel il est impossible de respirer. Si vous sortez sur le pont sans protection, le vent remplira vos poumons d'eau. Vous pouvez vous noyer en restant debout. C'est une noyade sèche. Le givrage, c'est le fléau des navires métalliques. La température de l'air descend en dessous de zéro. Les éclaboussures soulevées par le vent touchant les réglages du navire gèlent instantanément. La glace s'accumule à raison de plusieurs tonnes par heure. Elle couvre les mâts, les haubans, les antennes, le pont. Le centre de gravité du navire se déplace vers le haut. Le navire devient instable. Il perd sa stabilité. La période de roulis s'allonge. L'équipage doit sortir sur le pont glissant et dansant avec des barres et des haches pour gratter la glace, risquant leur vie. Un faux pas et une personne est emportée. Dans les eaux glacées du Drake à plus 2 degrés, la mort survient après 4 minutes d'hypothermie et de choc thermique. Un gilet de sauvetage prolonge la vie, mais ne la sauve pas. L'aide ne viendra pas. Que se trouve au fond, la profondeur du détroit varie de 2 à 5 km. C'est un abîme. Pendant longtemps, personne ne savait ce qui s'y trouvait. Mais les technologies modernes de sonar à balayage latéral et les véhicules sous-marins autonomes VSA ont permis de plonger sous l'eau. Et ce que les chercheurs ont découvert ressemble à un musée de la tragédie humaine. Le fond est jonché d'épaves. C'est une chronologie de l'orgueil et de l'impuissance humaine. Des membrures noircies de clippers du XIXe siècle qui transportaient de l'or de Californie et de la laine d'Australie. Des coques rouillées de bateaux à vapeur du début du XXe siècle. Les débris de porte-conteneurs modernes. Ici repose le légendaire clipper Champion of the Seas, le voilier le plus rapide de son temps. Drake l'a brisé. Ici repose le vaisseau de ligne espagnol San Telmo disparu en 1819 avec 644 marins à bord. Ils allaient explorer l'Antarctique mais ont trouvé la mort. Récemment, des restes d'un camp ont été découverts sur l'île Livingston. Une partie de l'équipage a survécu au naufrage et est morte de froid en regardant le détroit. Mais la découverte la plus macabre attendait l'expédition près de l'île Elephant. Le sonar a dessiné sur l'écran les contours d'un sous-marin. Il reposait sur la pente d'une montagne sous-marine brisée en 3 parties. Un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale. U-Boot, type 7. Comment s'est-il retrouvé ici? Officiellement, l'Allemagne ne menait pas d'opérations militaires actives dans ce secteur. Les conspirationnistes ont immédiatement évoqué la base 211, la Nouvelle Souabe, la fuite de l'élite nazie et l'or du Reich en Antarctique. Les historiens ont proposé une version plus prosaïque mais tout aussi terrifiante. Le sous-marin tentait de se cacher des alliés dans l'Atlantique, de rejoindre le Pacifique par un chemin secret. Mais le capitaine a sous-estimé Drake. La tempête en surface était d'une telle force monstrueuse que le tumulte se transmettait en profondeur. Normalement, à 50 mètres de profondeur, c'est calme, mais ici d'énormes vagues mélangent l'océan jusqu'à 200 mètres. Le sous-marin a été projeté contre des rochers sous-marins où il a été pris dans un courant descendant un downwelling qui l'a enfoncé au-delà de sa profondeur de plongée maximale. La coque s'est fissurée. La mort a été instantanée. Même un prédateur en acier conçu pour la guerre s'est révélé être un jouet fragile face à la colère de l'océan. Cet endroit ne connaît pas de drapeau ni de parti en conflit. Ils tuent tous de la même manière. Pourquoi les porte-conteneurs modernes chavirent-ils? Ils sont pourtant énormes stables informatisés. Ils doivent tout supporter. La réponse se trouve dans un phénomène que tous les constructeurs navals redoutent en leur résonance paramétrique. Lorsque le navire navigue sur une vague, sa stabilité change. Lorsque la crête de la vague passe au milieu de la coque, le navire équilibre comme sur une balançoire. Sa stabilité est si minimale lorsque les crêtes sont à la proue et à la poupe. La stabilité est maximale. Dans le détroit de Drake, la longueur et la période des vagues coïncident souvent avec la fréquence propre du tangage des navires modernes, en particulier des porte-conteneurs, avec leur forme de coque spécifique. La résonance commence. L'énergie de la vague augmente l'amplitude du tangage. Le navire commence à osciller à chaque impact de la vague. L'inclinaison augmente. 15 degrés, 25 degrés, 35 degrés. Les ordinateurs tentent de compenser le tangage avec les gouvernails et les stabilisateurs actifs, mais ils n'y parviennent pas. L'inertie est trop grande. À un moment donné, l'angle d'inclinaison dépasse le critique, environ 45 degrés. Les conteneurs sur le pont se détachent de leur fixation, les twist-locks. La cargaison pesant des milliers de tonnes se déplace sur le flanc. Le centre de gravité se déplace. Le navire se couche sur le côté et ne se redresse pas. Cela se produit rapidement. L'équipage n'a même pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. Le fond océanique dans le détroit de Drake est jonché de milliers de conteneurs.
Ils contiennent de l'électronique, des voitures, des vêtements, des produits chimiques. Ils y reposent, empoisonnant lentement l'eau monument de notre époque de consommation mondiale. Mais la découverte la plus importante des dernières années ne concerne pas les navires ni l'histoire, mais l'avenir de la planète entière. Des scientifiques de l'Université de Princeton et de l'Institut océanographique Scripps analysant les données des bouées en eau profonde, Argo, qui dérivent en profondeur et remontent à la surface pour transmettre des données, ont découvert que le détroit de Drake n'est pas qu'un simple passage, mais les poumons de la Terre. C'est ici où l'eau se mélange avec une force folle, où les couches profondes remontent à la surface à un upwelling, et où les eaux de surface descendent au fond qu'un gigantesque échange de gaz se produit. L'océan dans le détroit de Drake fonctionne comme une gigantesque pompe. Il absorbe le dioxyde de carbone de l'atmosphère. L'eau froide dissout le gaz mieux que l'eau chaude. Les vagues tumultueuses augmentent la surface de contact et les plongent dans l'abîme pendant des siècles. L'océan austral capture jusqu'à 40% de tout le carbone anthropique absorbé par les océans. C'est plus que les forêts amazoniennes. C'est le principal frein au réchauffement climatique. Sans Drake, la Terre serait beaucoup plus chaude. Mais les capteurs montrent une dynamique inquiétante. Le courant change en raison de la fonte des glaces. En Antarctique, l'eau devient plus douce et moins dense. Le mécanisme d'immersion du carbone commence à faillir. La pompe se bouche. De plus, le renforcement des vents d'ouest commence à remonter des eaux anciennes et profondes chargées de carbone ancien. L'océan pourrait cesser d'être une éponge et devenir une source. C'est une bombe à retardement. Le détroit de Drake, qui a tué des marins pendant des siècles, tient désormais entre ses mains le destin de toute l'humanité. S'il actionne l'interrupteur, le climat changera de manière irréversible en quelques années. Nous obtiendrons une serre. Le détroit de Drake est non seulement une barrière physique, mais aussi biologique. C'est une frontière entre les mondes. La convergence antarctique, le front polaire. Une ligne où les eaux glacées de l'Antarctique rencontrent des eaux plus chaudes mais encore froides de la subantarctique. Ce n'était pas qu'une simple ligne sur une carte. C'est un mur physique de densité et de température. Les scientifiques ayant prélevé des échantillons d'eau ont été choqués. La différence de température n'est que de quelques degrés, mais la composition de la vie de part et d'autre de la ligne est radicalement différente. Les poissons, le plancton, les bactéries, ils ne franchissent pas cette limite. L'évolution en Antarctique a suivi son propre chemin unique. Par exemple, les poissons des glaces ont un antigel dans le sang au lieu d'hémoglobine, parce que Drake a isolé le continent il y a 30 millions d'années lorsque le détroit s'est ouvert. Mais certains ont appris à utiliser Drake. Le krill antarctique. La biomasse de ce crustacé dans l'océan austral dépasse la biomasse de tous les humains sur Terre. C'est la base de la vie. Les courants dans le détroit de Drake fonctionnent comme un convoyeur dispersant le krill et les nutriments dans tout l'hémisphère sud. Sans cette pompe, les océans seraient un désert. Les albatros. Les géants albatros errants, avec une envergure de 3,5 mètres. Pour eux, la tempête de Drake est un don. Ils ont un mécanisme unique dans les tendons de leurs ailes qui leur permet de se fixer en position ouverte sans effort musculaire. Ils utilisent l'énergie du gradient de vent, le vol dynamique, pour voler sans battre des ailes. Ils peuvent dormir en vol. Ils font le tour de la Terre utilisant les vents de Drake comme autoroute. Et les baleines. Les baleines bleues, les rorquals, les humpbacks. Elles traversent le détroit de Drake 2 fois par an. Pour elles, c'est aussi une épreuve. Même les baleines sont mal à l'aise dans cet enfer. Le bruit de l'océan ici est d'une telle force du choc des vagues et du vent qu'il étouffe leur chant. Les baleines se perdent. Elles crient, mais ne s'entendent pas. Les scientifiques n'ont enregistré que dans le détroit de Drake, les baleines changent la fréquence de leur communication, passant à d'autres tonalités, essayant de percer le rugissement de la tempête. Elles se taisent et nagent dans le silence, économisant leurs forces pour lutter contre le courant. Il est maintenant clair pourquoi le canal de Panama a été construit. Ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est une question de peur. En 1914, lorsque les écluses de Panama ont été ouvertes, le monde des marins a poussé un soupir de soulagement. Le chemin de New York à San Francisco a été raccourci de 8000 milles, mais surtout il n'était plus nécessaire de jouer à la roulette russe avec le Cap Horn. Le canal est sans doute devenu une planche de salut. Cependant, aujourd'hui, le canal de Panama s'assèche. Les changements climatiques, la sécheresse à Panama font baisser le niveau d'eau du lac Gatun qui alimente les écluses. La capacité de passage diminue. Les files d'attente de navires s'étendent sur des semaines. Les enchères pour le droit de passage atteignent des millions de dollars. Et les armateurs regardent à nouveau vers le sud, vers la carte. Le mot terrifiant, Drake, résonne de nouveau.
Les supertankers et les porte-conteneurs de classe post-Panamax qui ne passent pas par les écluses ou ne veulent pas attendre sont contraints de faire le tour recroté. Le trafic à travers le détroit de Drake augmente pour la première fois en 100 ans et l'océan relève le défi. Le nombre d'incidents augmente à nouveau. Conteneurs perdus, gouvernails cassés, fissures dans les coques. L'océan rappelle qu'il n'a pas changé. Seuls nous avons changé, devenus plus présomptueux. Le paradoxe de la modernité. Ce qui effrayait les marins jusqu'à leurs cheveux blancs attire maintenant des touristes avec des iPhones. Les croisières en Antarctique sont devenues une mode. Des navires de luxe avec des coques renforcées traversent donc le détroit de Drake. Les passagers paient des dizaines de milliers de dollars pour l'attraction. Ils appellent cela le Drake Shake. Ils veulent sentir la tempête. Ils boivent du champagne au bar, regardant des vagues de 20 mètres à travers des vitres blindées, tandis que le navire tangue de 20 degrés. Les assiettes volent des tables, les gens tombent dans les couloirs, se cassant des bras. C'est de l'adrénaline. Mais les capitaines de ces navires ne sourient pas. Ils ont de la sueur sur les tempes. Ils savent que la glace et la vague ne pardonnent pas les erreurs. En 2007, le navire Explorer a heurté un iceberg sous-marin que le radar n'a pas détecté dans les vagues et a coulé. Les passagers et l'équipage ont été sauvés, mais c'était un miracle. Le temps était relativement calme et d'autres navires étaient à proximité. En 2022, sur le navire Viking Polaris, une vague tueuse a brisé les hublots et tué un passager. Si la catastrophe de l'Explorer s'était produite lors d'une véritable tempête de Drake, l'opération de sauvetage aurait été impossible. Les hélicoptères ne volent pas trop loin du rivage. Les navires ne peuvent pas lancer des canaux de sauvetage avec des vagues de 10 mètres, ils seraient simplement brisés. Les radeaux gonflables se renverseraient donc. Un paquebot avec 1000 personnes à bord dans le détroit de Drake est un otage de la chance. Une seule panne moteur, un seul échec de navigation, un seul incendie, et le Titanic semblerait une petite contrariété. L'eau ici tue en 4 minutes, l'aide ne viendra pas. En 1997, des hydrophones de la NOAA installés dans l'océan Pacifique pour surveiller les sous-marins et les baleines ont enregistré dans cette région un étrange bruit. On lui a donné le nom de bloop. C'était un son ultra basse fréquence d'une puissance incroyable. Il était plus fort que tout son qu'un animal puisse émettre, même qu'une baleine bleue. Il était audible à 5000 km. Au début, on pensait à un calmar géant. Cthulhu. Des essais militaires secrets. La clé du mystère s'est révélée géologique et climatique. C'était le bruit de la glace qui se brise. Un icequake. Un iceberg géant. De la taille d'une ville se détachait de la plateforme antarctique, raclant le fond et se brisant. Mais ce son nous rappelle que les processus qui se déroulent ici ont une échelle planétaire. Le détroit de Drake gronde. Le rugissement du vent, le fracas des vagues, le craquement de la glace, le gémissement de la croûte terrestre, les tremblements de terre. C'est une symphonie de destruction. Les marins disent que ce son rend fou. Un bourdonnement constant bas et vibrant infrason dont il est impossible de se cacher même dans la cabine la plus profonde. Il provoque un sentiment de panique inexpliqué, d'anxiété, d'horreur, une fréquence de peur. Peut-être que de nombreuses erreurs inexplicables des équipages des suicides et des mutineries à bord des navires dans le passé ont été causées par l'impact acoustique de l'océan sur la psyché humaine. Pur primitif. Mais les échantillons d'eau de 2023 ont montré la présence de microplastiques. Les courants apportent des déchets du Pacifique, de l'Atlantique, du monde entier. Le détroit de Drake fonctionne comme un mixeur. Il réduit le plastique en nanoparticules. Les plus petites particules de plastique ont été trouvées dans la neige de l'Antarctique et dans les estomacs de krills. Le krill mange du plastique. Les pingouins mangent du krill. Les baleines mangent du krill. Le détroit de Drake répartit la pollution dans les couches les plus profondes de l'océan, l'envoyant avec les eaux de fond à travers le monde. L'homme est arrivé ici aussi. Nous avons empoisonné même cet angle sauvage, indomptable et mortel de la planète. Le détroit de Drake reste la dernière frontière, un endroit où la technologie perd face aux éléments, où le GPS ne sauve pas des vagues tueuses, où le téléphone satellite est inutile dans le brouillard blanc et le givrage. Les scientifiques continuent d'étudier ce phénomène. Ils lancent des drones planeurs qui plongent dans l'abîme, mesurant la température et la salinité, risquant d'être écrasés. Ils construisent donc des modèles mathématiques. Ils essaient de prédire l'imprévisible. Mais c'est chaque fois qu'un nouveau navire disparaît des radars dans la région du 60e parallèle ou qu'un satellite enregistre une nouvelle anomalie gravitationnelle de l'eau, nous recevons un rappel. Nous ne sommes pas les maîtres de cette planète.
Nous sommes des invités. Et il y a des portes où il vaut mieux ne pas entrer. Il y a des routes qu'il vaut mieux éviter. Les navires contournent l'Amérique du Sud non pas par superstition ni par peur du fantôme du Hollandais volant, mais par un calcul mathématique froid de la probabilité de survie. Parce que dans le détroit de Drake, cette probabilité tend toujours à chaque seconde vers zéro. L'océan ici ne pardonne pas. Il prend son dû. Et ce dû, c'est la vie. Oseriez-vous traverser le Drake Shake pour une photo unique avec un pingouin et un iceberg? Ou préféreriez-vous regarder cette folie glaciale à travers l'écran sécurisé de votre moniteur au chaud chez vous? Écrivez dans les commentaires. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, un like et un abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.